Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Bayonetta et Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, nous allons voir la mise en place ou le setup. Ok, alors, euh, Marc s'est vraiment donné pour le setup, a fourni des feuilles de setup pour chaque scénario. C'est ce qu'on va regarder ensemble essentiellement parce que ça résume très bien ce que vous devez faire. Et voici quelque chose que j'adore dans les jeux. Euh, bon, dans un jeu Hex Encounter, souvent, on va avoir sur le counter de l'unité, il va avoir le numéro du hexagone où l'unité commence, puis c'est pas pire. Mais vraiment un jeu qui fournit aux joueurs là, une miniature du board comme ça pour dire voici où vous devez mettre telle unité pour pas qu'on cherche le nom de la space comme des perdus à pu finir. Là. Puis nous autres, pas pire, on parle français, puis on est peut-être un petit peu plus familier que la moyenne avec la géographie de l'endroit. Là, tu sais, Trois-Rivières, Montréal, Toronto, on est capable de Détroit, on est capable de figurer ça un peu. Là. Mais disons que pour je sais pas, peut-être des Européens qui sont moins familiers avec l'Amérique du Nord, là, c'est encore doublement apprécié. War of the Ring fait ça aussi là, dans le roadbook. Là, vous avez vraiment là, le board et où vous devez mettre chacune des unités. Je trouve que c'est une très belle attention à donner aux joueurs. Tout ça pour dire que la première chose que vous faites, c'est que vous allez placer pour tous les scénarios. C'est écrit ici, tous les scénarios, oubliez-le pas. Il y a déjà quelqu'un sur Board Game Geek qui a dit: Ah, j'ai beaucoup de misère à gagner avec le français, parle, parle, jase, jase avec, pour se rendre compte qu'il ne plaçait pas les Indiens. Fait que, tu sais, il y a 10 unités indiennes qui commencent sous contrôle français là, pour faire des raids puis donner une petite opposition à l'ennemi. Là. C'est quand même assez important. Là. Elles sont là dans tous les scénarios et il y a une unité indienne qui commence sous contrôle britannique. Comme ça vous est rappelé ici, les unités là, des nations indiennes, les Cherokees et les Iroquois, ne commencent jamais en jeu, peu importe le scénario, sont mis de côté jusqu'à temps que quelqu'un ose piétiner leur territoire ou qu'un événement en donne le contrôle à un joueur ou à un autre. Ensuite, vous trouvez le scénario que vous allez jouer, donc scénario 1, scénario 2, scénario 3. La campagne est dans un autre fichier, là, mais la campagne aussi a son set d'instructions. Là. J'avoue que c'est subtil, mais ça vous est rappelé ici là, de ne pas oublier d'utiliser la feuille de setup de l'Indien. Là. Alors, le français au minimum devrait y tenir. Alors, même affaire, les unités françaises, qu'est-ce qui commence où? Vous avez toutes les instructions détaillées pour ça. Et même chose, là, vous prenez, assurez-vous de prendre le même scénario. Là, dans mon cas, c'est le scénario 3, Amherst Juggernaut de 1758 à 1759. Même affaire, là, le Britannique commence avec un certain nombre d'unités à certains endroits. Très bien fait, très bel job là, de design là, de la part de Marc. Là. Fait que ça a l'air chargé, mais dans le fond, on aurait pu être paresseux comme à peu près beaucoup de designers là, puis de développeurs, là, puis juste dire, bon ben, tu sais là, Rogers, l'unité Mohawk, puis les Royal Highlands, vous les mettez à Albany, Bradstreet, puis Fraser, vous les mettez à New London. On aurait pu faire un tableau bien quétaine comme bien d'autres, mais là, vous avez au moins l'endroit où ça va sur la map. Ça aide énormément pour le setup. OK, ensuite, ce que vous allez faire, dans ce jeu-là, les renforts sont mis dans ce qu'on appelle des pools de renforts qui essentiellement vont prendre la forme d'une tasse ou de fameux contenant opaque dans lequel vous allez mettre les counters, puis dans lequel vous allez piger les renforts là, quand ce sera le moment, puis on va y revenir dans une vidéo future. Là. Mais dans le setup, vous allez au moins préparer ces pools de renforts-là, encore là avec les informations qui vous sont données sur les feuilles de setup de scénario. Donc, les habitués de la chaîne savent que j'appelle ça des fois, moi, un pochon. Et ce que je trouve très comique, c'est que c'est quelque chose que Kevin Conway a gardé dans le module Vassal. Donc, ça, c'est moi qui avais fait ça, cette espèce d'interface un peu dégueu-là, avec les espèces de sacs, là, les poches, justement. Puis, parce que quand on est développeur et qu'on connaît un petit peu Vassal, des fois, ça a été mon cas, là, tu sais, j'ai bisoudé une première version du module Vassal qui a été jouée par quelques testeurs, là. Puis un moment donné, Kevin Conway a pris la relève puis il l'a vraiment bonifié, là. Mais il a gardé cette espèce d'affaire-là, il a peut-être trouvé ça cute. Fait que ça représente bien le fait que vous avez quatre pôles de renfort dans Bayonetta et Tomahawks. Vous avez un pôle de renfort de flotte qui est commun pour les deux factions, comme on va le voir dans pas long. Vous avez un pôle de brigade française, un pôle de brigade britannique et un pôle de brigade coloniale britannique. Donc, quatre pôles de renfort au total. Comment est-ce qu'on set up ça, ces pôles-là? Bon, on laisse les feuilles de setup nous tenir par la main pour l'instant.
Alors, les feuilles de setup vont vous dire, par exemple, ça c'est le pool de brigades françaises, que vous allez mettre ces 5 brigades métropolitaines-là à l'intérieur, plus ces 3 tokens-là, qu'on appelle des Vagaries of War tokens, d'où l'acronyme le VOW. Là. Essentiellement, c'est des micro-événements. Là. Ça tient sur un counter, là, mais qui va vous dire, bon, par exemple, même si c'est un pool de brigades, vous avez un counter ici qui vous permet de mettre en jeu une artillerie. Vous avez un token ici qui dit Fewer Troops parce qu'effectivement, si vous pigez ce token-là, ben, plutôt que de piger une brigade, vous avez pigé ce token-là, donc vous allez avoir une brigade de moins comme français lors des renforts de cette année. Fait qu'on on va y revenir à ces différents tokens-là puis leur signification quand on va parler de la phase de renfort. Là. Mais, euh, mais pour l'instant, pour le setup, vous suivez les feuilles de setup aveuglément. Alors voici ce qui va, pour ce scénario-là, voici ce qui va dans le pool de renfort des brigades françaises. Voici ce qui va dans le pool de renfort des brigades britanniques. Encore là, vous trouvez les bonnes brigades puis vous les mettez dedans. Et voici ce qui va dans le fameux pool de renfort des brigades coloniales britanniques. Donc, vous suivez ça, ça va varier dépendamment du scénario, dépendamment de l'année à laquelle ça commence, là, mais vous suivez ces instructions-là, vous risquez pas de vous tromper. Là. Petit spoiler alert là, pour ceux qui sont curieux, hein, les renforts, la feuille de setup va aussi vous dire, en fonction de l'année, combien de jetons vous allez piger de ces pools de renforts-là. Là. Fait que si ça me dit qu'en 1758, le Britannique va piger 5 jetons dans son pool de brigade britannique et 12 dans son pôle de brigade coloniale britannique. Dans le cas du français, lui, c'est 3, peu importe l'année, en 3 en 1758 et 3 en 1759. Fait que c'est entre autres ce qui ajoute un peu de variabilité, là, entre autres choses. Fait que le français a 8 jetons dans son pôle de brigade française, puis il va en piger rien que 3 en 1758. Va-t-il piger le jeton qui lui donne une artillerie? Va-t-il piger le pauvre 2 jetons fewer troops et une seule brigade? Va-t-il être chanceux puis piger 3 brigades puis offrir une plus grande résistance aux Britanniques? Fait que ça ajoute un peu là, de variabilité dans tout ça. Et le pool de flotte, comme je disais, il est commun. Alors ça, c'est un peu fucké, mais le pool de flotte, là, les flottes britanniques et françaises cohabitent dans ce pochon-là. Alors encore là, on suit les instructions. Là, on met 7 flottes britanniques, dans le fond, toutes sauf Holborn, et 3 flottes françaises, donc toutes sauf de la Motte, plus ce jeton-là ici, et on met tout ça dans une seule tasse ou un seul pochon, qui devient notre pool de renfort de flotte. Là. Fait que, comme je disais, les Britanniques ont un avantage certain, on le voit là, ont beaucoup plus de jetons là, de leur couleur à l'intérieur de ce pool-là. Là. Puis encore là, ça vous dit combien de jetons vont être pigés de ce pool-là. Fait que là, ça a l'air beaucoup. 9 en 1758, puis 9 en 1759, là. Mais c'est que les flottes, c'est annuel, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, toutes les flottes retournent dans le pool, prêtes à être repigées. Alors, thématiquement, elles retournent en Europe et elles reviennent au printemps pour se battre. Mais là, lesquelles vont revenir, lesquelles vont rester en Europe, c'est ce que ça représente, cette petite variabilité-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez vos 4 pools de renfort. Là, encore là, je les rappelle. Là. Fait que le pool commun de flotte, le pool de brigade française, le pool de brigade britannique et le pool de brigade coloniale britannique. Ensuite, vous avez, puis c'est la dernière affaire qui se trouve sur la feuille de setup, là, mais vous avez comme des unités qui sont disponibles, mais qui ne sont pas comme telles là, dans un pool de renfort. Entre autres, c'est le cas des phares. Fait que les phares, je disais, les brigades peuvent les construire. Fait que chaque faction va avoir une pile de phares. Fait que l'anglais en a 10, le français en a 5. Le français a 2 artilleries qui sont comme disponibles, sont pas sur le jeu, mais sont pas dans un pool. L'anglais en a 2 lui aussi, puis là c'est le même principe, c'est en pigeant certains de ces jetons-là, quand dans le cas des unités légères, puis dans le cas des artilleries, c'est en pigeant certains de ces jetons-là qui vont venir en jeu. On va voir les détails quand on va parler de la phase là, des renforts. Vous allez mettre l'année à la bonne valeur ici. Dans mon cas, je commence en 1758. Vous allez mettre le marqueur d'Action Round sur la case 1 de, si on veut, l'Action Round Track. Vous allez mettre le marqueur de point de victoire à son emplacement de départ. Ça aussi, c'est spécifié sur la feuille de setup. Là. Fait que dans le cas du scénario qui nous intéresse, on commence à 5 du côté français. C'est le cas ici. Marqueur de raid sur la case 0 pour les 2 joueurs.
le marqueur d'Open Seas commence toujours du côté français, peu importe le scénario. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Je pense qu'il va être flippé du côté anglais si ou quand Louisbourg va tomber aux mains des Britanniques. Alors, tant que les Français contrôlent Louisbourg, là, Louisbourg qui en passant là, est une space spéciale, un peu comme la nouvelle Terre-Neuve en fait. Louisbourg est une space un peu spéciale là, qui touche aux deux seasons, là, au golfe du Saint-Laurent puis à l'océan Atlantique. Là. Fait qu'on va voir c'est quoi les implications de ce marqueur-là quand on va parler de l'action de Sail un peu plus tard dans une autre vidéo. Puis ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de préparer les decks de cartes. Fait que dans le cas du deck indien, ça c'est pas compliqué, j'en ai déjà parlé là. Fait que dans le cas du deck indien, là, vous prenez toutes les cartes indiennes, vous les brassez, puis vous faites un deck avec ça, face down, that's it. Dans le cas du deck français puis du deck anglais, ben, il y a en fait deux decks français puis deux decks anglais. Donc pour ceux qui se rappellent, on a un deck de build-up qu'on va utiliser pendant les trois premières action rounds et on a un deck de campagne qu'on va utiliser pendant les six dernières action rounds. Donc, vous allez trouver là, à travers toutes les cartes françaises, vous allez trouver là, toutes les cartes qui ont un petit tag build-up en bas à gauche et qui n'ont pas d'année ou qui ont les années qui sont pertinentes pour le scénario que vous êtes en train de faire. Donc 1758, 1759 dans notre cas. Je prends l'exemple, ben, le Britannique par exemple a une carte, vous voyez ici, là, il y a une carte build-up. Il y a une carte build-up avec 1758, 1759. Fait que dans le scénario que je suis en train de jouer là, cette carte-là est là. Par contre, si je jouais le scénario 1757, cette carte-là, même si c'est une carte de build-up, elle ne serait pas dans le deck. Alors, vous retrouvez toutes les cartes build-up qui sont pertinentes. Vous en faites un tout petit deck que vous allez brasser. Et vous retrouvez toutes les cartes de campagne qui sont pertinentes. Et vous en faites un deck et vous les brassez. Et les cartes de campagne, c'est un peu le même principe. S'il n'y a pas d'année en bas à gauche, c'est une carte de campagne qui est valide dans tous les scénarios. S'il y a des années en bas à gauche, assurez-vous que les années fit avec l'année que vous vous apprêtez à commencer, là, dans notre cas 1758. Donc, nos decks sont faits. Tout ce qu'il nous reste à faire, je peux le faire via l'interface. C'est ici, je pense. Ouais. Fait que là, si je suis le français, je vais piger deux cartes de build-up. Donc, première carte de build-up, deuxième carte de build-up. Et je vais choisir une de ces deux cartes-là que je vais garder entre guillemets dans ma main. Et l'autre carte, je vais la défausser. Et la défausse dans Bayonetta et Tomahawk, c'est un choix, là. La défausse est face down. OK? Parce que vous allez voir que dans votre deck de build-up, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez peut-être 5-6 cartes, quelque chose de même. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Fait que là, des joueurs expérimentés puis fouineux pourraient regarder puis dire ah, il a défaussé cette carte-là, ok, ça veut dire qu'il l'a pu, fait que là, je sais à quoi m'en tenir, tu sais. Fait qu'on a décidé que dans le fond, la défausse était face down dans Bayonetta et Tomahawk. C'est pas la fin du monde, là. Appelez pas la police si la défausse est face-up, là. Mais c'est quand même une décision consciente là, que si votre adversaire n'est pas supposé d'avoir accès à votre défausse. Bon, puis là, vous allez dire, Marco, comment je fais pour choisir? Bien là, évidemment, vous ne connaissez pas encore toutes les règles, mais je vous donne un exemple basé sur l'information que vous connaissez. Fait qu'évidemment, cette carte-là, j'ai moins d'action point. J'ai un seul action point plutôt que deux. Par contre, c'est un action point, c'est un action point léger qui me donne le double du déplacement. Peut-être que c'est pertinent, dépendamment du plan que j'ai en tête. L'autre chose que vous avez déjà vu, c'est que le dé en bas dans le centre, c'est la valeur d'initiative de la carte. Alors, étant donné que c'est le français qui départage en cas d'égalité, qui reçoit l'initiative, ben, cette carte-là, avec un 6, là, c'est sans appel là, pour le français. Là. Si le français veut avoir l'initiative, il joue cette carte-là. Il n'y a rien que le Britannique peut faire pour avoir l'initiative. Tandis qu'avec cette carte-là, ben, si le Britannique joue une carte de 5 ou de 6 d'initiative, le Britannique va pouvoir décider qui joue en premier, qui joue en deuxième. Fait qu'il y a quand même un petit peu de décision à prendre, là, mais vous allez voir, cette décision-là que vous êtes en train de prendre, vous allez la prendre au début de chaque action round. Encore là, un petit spoiler, vous n'avez jamais plus que deux cartes en main dans Bayonetta et Tomahawks, une carte qu'on appelle de réserve, puis une carte que vous jouez comme telle. Mais au début de game, vous pigez deux cartes, vous en défaussez vraiment une, puis là, même la carte que vous gardez, ça ne veut pas dire que c'est celle-là que vous allez jouer, parce que comme on va voir dans une prochaine vidéo, la toute première chose que vous allez faire au début de l'action round, c'est piger une deuxième carte, et là, vous allez décider laquelle je joue et laquelle je garde pour un prochain tour, dans le fond. Là.
Fait qu'on va y revenir, mais pour l'instant, là, on suit aveuglément la séquence de setup. Vous pigez deux cartes, vous en choisissez une à garder dans votre main, vous défaussez l'autre et that's it. La mise en place est terminée. Mais vraiment, aux prochaines vidéos, là, on va rentrer dans les détails de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un action round. Ça veut dire quoi d'avoir l'initiative? C'est quoi exactement les étapes à travers lesquelles on passe dans une action round? On va tout voir ça en détail aux prochaines vidéos. Mais là, tout est fait. Si vous avez bien écouté, vos units sont placés sur le board, vos decks sont préparés, vos pools de renforts sont prêtes, là, puis vous êtes ready à vous lancer dans une game de Bayonets et Tomahawks. Fait que restez à l'écoute pour la suite, la séquence de jeu. À plus!